regarder les fondamentaux de la gestion des ressources humaines. Ensuite, nous allons parler de leadership, management d'équipe et de performance. En quoi est-ce que la performance des équipes influence justement la motivation des équipes influence la performance de l'organisation. Et puis, nous allons également parler des principes et mécanismes de la motivation et de la démotivation. En parlant de ce thème-là, nous allons surtout aborder la roue, ce que j'appelais la roue de la démotivation. Vous allez voir on va voir ensemble cette roue, comment est-ce que on a ce cercle vicieux ou ce cercle vertueux concernant la motivation. Et en dernier ressort, nous allons parler de la gestion du climat social et gestion des crises. Le lien entre quel est l'impact des crises sur le climat social. On va surtout regarder ça avec les travaux de Hubert Landier, qui est un spécialiste justement de l'étude du climat social dans les organisations. Parlons des fondamentaux de la gestion des ressources humaines. On va retenir deux définitions en termes de gestion des ressources humaines. La première, c'est la gestion de l'homme au travail dans les organisations. La gestion des ressources humaines, c'est la gestion de l'homme au travail dans les organisations. Donc, vous voyez, dans cette définition, on a 4 grands thèmes. On a gestion, on a l'homme, on a travail et on a organisation. Quand ces 4 termes-là sont réunis quelque part, on parle de gestion des ressources humaines. L'homme au travail, il y a des sciences qui étudient l'homme, il y a des sciences qui étudient le travail, il y a des sciences qui étudient les organisations, et puis il y a la science qui étudie l'homme au travail dans les organisations. Donc, toute l'interaction qu'il peut y avoir entre l'homme et le travail, l'homme et l'organisation, l'organisation du travail dans l'organisation, et puis après la gestion de ces hommes au travail dans les organisations. C'est de ça que s'occupe la gestion des ressources humaines. Et en psychologie du travail, en sociologie des organisations, on voit bien que l'interaction entre l'homme et le travail peut être sujet à beaucoup d'éléments, d'où la notion de motivation, parce que l'homme au travail, chaque homme n'a pas la même perception du travail, on n'a pas la même culture et donc on n'a pas la même approche du travail. Et déjà à ce niveau de fondamentaux, on peut constater qu'on ne pourra pas avoir le même rapport au travail dans la même organisation. Donc, de ce fait-là, il y a besoin de gérer l'homme au travail dans l'organisation. L'autre élément de définition, c'est que la gestion des ressources humaines, c'est un ensemble d'activités. On dit ensemble d'activités mises en œuvre par une organisation en vue de. Donc là, ça se définit par rapport au but de la RH. Et dans le but de la RH, on en a 4. 4 grands buts de la RH. Vous avez en vue d'attirer. Il faut attirer les hommes pour venir vers votre organisation et prendre du travail dans votre organisation. Il faut pouvoir les retenir, mais il ne sert à rien de les retenir si on ne peut pas les motiver et les développer. Donc, il faut les attirer, les retenir, les motiver et puis ensuite les développer. Et tout ça, ce ne sont que par rapport aux individus dont on a besoin. Il ne s'agit pas d'attirer tout le monde et ce qu'on constate, c'est que justement, on attire tout le monde. Or, on n'a pas besoin d'attirer tout le monde, on a besoin d'attirer les individus dont on a besoin. Donc, la science de gestion des ressources humaines est là pour nous aider à attirer les individus dont on a besoin. Et on peut avoir besoin d'un individu aujourd'hui et puis demain ne plus en avoir besoin. On peut avoir besoin de quelqu'un dans une certaine durée, on peut avoir besoin de quelqu'un pour une courte durée, mais il faut savoir attirer, savoir retenir le temps dont on a besoin, retenir la personne. Et pendant qu'on a retenu la personne, il faut pouvoir la motiver et la développer. Parce que si on ne la motive pas, on n'aura pas le résultat du fait qu'on la retient. Donc, on va faire de la dépense sur ce personnel et non pas de l'investissement. Mais si on arrive à motiver la personne, on va pouvoir l'emmener à produire de la performance
Si on veut qu'il produise davantage de performances, il faut alors développer cet individu-là, développer ses compétences, développer son savoir-faire. Et la finalité de la GRH, c'est assurer une adéquation donc efficace et maintenue dans le temps entre les emplois et les salariés en termes d'effectifs et en termes de compétences. Et dans cette définition, vous avez toute la GRH. Et dans cette finalité, vous avez toute la GRH. Adéquation, ça veut dire qu'il peut avoir une inadéquation. Ça veut dire qu'il peut avoir des équilibres. Et quand on dit efficace et maintenu dans le temps, ça veut dire que cet équilibre-là, il est fragile, il peut se rompre à tout moment et il faut veiller sur cet équilibre-là continuellement. C'est pour ça que la gestion des ressources humaines, ce n'est pas des activités ponctuelles qu'on va faire au sein de l'organisation, mais c'est toute une stratégie qui doit être en lien avec la stratégie de l'entreprise, puisqu'on est au service de la stratégie de l'entreprise. Et l'adéquation à faire, c'est entre les emplois et les salariés. Les emplois et les salariés, c'est pour ça que la définition des emplois est quelque chose de très important. La connaissance des salariés est aussi un autre élément très important parce que ce sont les deux objets sur lesquels on travaille au niveau des ressources humaines. On va travailler sur les emplois ou on va travailler sur les salariés. Et cet équilibre-là, on essaie justement de l'assurer dans le temps. Il va s'assurer en termes d'effectifs, c'est-à-dire en termes de quantité, mais en termes de compétences également, c'est-à-dire en termes de qualité. Et souvent, pour expliquer cette finalité, je pense à la balance Roberval. Vous connaissez bien la balance Roberval, c'est cette balance-là avec les deux paliers où on a d'un côté, souvent on met les poids et puis les masses, disons, et dans l'autre, on met le fruit, on met l'objet qu'on veut peser. Donc, en gestion des ressources humaines, c'est à la même chose. Seulement qu'on utilise une balance Roberval avec deux aiguilles. La balance Roberval, d'un côté, on a l'emploi, de l'autre côté, on a le salarié et il faut qu'on assure l'équilibre. Et les deux aiguilles pour assurer l'équilibre, ce sont les effectifs et puis les compétences. Donc, on peut avoir adéquation en termes d'effectifs et puis en termes de compétences, on n'a pas l'adéquation. On peut avoir l'adéquation en termes de compétences et en termes d'effectifs, on n'a pas l'équilibre. Et donc, cette analyse, cette étude de l'équilibre sur cette balance Roberval nous permet de voir quelles sont les actions RH à mener. Au niveau des domaines, justement, pour pouvoir répondre à ce besoin, la RH va intervenir sur 6 domaines fondamentalement. Après, il y a les outils que la RH va utiliser pour intervenir, mais les domaines d'activité de la GRH, il y en a 6. La première, c'est le recrutement. Donc, tout ce qui est recrutement, sont des activités RH. Tout ce qui concerne la formation en entreprise, la formation du personnel, c'est des questions RH. Tout ce qui concerne la rémunération du personnel, ce sont des questions RH. La mobilité, c'est-à-dire tout ce qui est mouvement du personnel, la gestion des carrières, mouvement du personnel, tant géographique que fonctionnel, ce sont des activités RH. La question de la communication interne, parce qu'elle aide aussi à résoudre l'adéquation ou l'inadéquation entre emploi et salarié, ce sont des questions RH. Et quand on va parler de la motivation, vous verrez que la communication interne, la rémunération sont des éléments qui vont être beaucoup sollicités pour aider à résoudre les difficultés qui sont liées justement à la motivation du personnel. Et le dernier domaine, pas le dernier, le sixième, c'est l'organisation du travail. Le sixième, c'est l'organisation du travail. Donc, comment est-ce qu'on va structurer le travail? Comment est-ce que, à partir de votre activité, on va organiser, on va faire l'organigramme, on va le décomposer en plan d'effectifs, connaître comment répartir les rôles entre les différents acteurs, parce que c'est ça qui va permettre justement
revenir sur de partir sur le recrutement. Donc, organisation du travail, s'il devait avoir un ordre, c'est l'organisation du travail, c'est le recrutement, c'est la rémunération, c'est la formation, c'est la mobilité et puis enfin la communication interne comme élément transverse pour aider à gérer les ressources humaines. Et en termes d'outils que la GRH va utiliser, ça ce sont les domaines d'activité. Et en termes d'outils que la gestion des ressources humaines va utiliser, l'un des grands outils, c'est la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est cet outil-là qui permet d'identifier nos besoins, c'est cet outil-là qui permet de planifier nos besoins, de planifier nos recrutements, de planifier nos formations, etc., etc. Vous avez un autre outil qui s'appelle l'audit social, qui aussi aide à identifier les zones d'inadéquation en termes entre l'emploi et le salarié. Et l'audit social va permettre donc d'identifier tous ces besoins-là. Donc, est-ce qu'on est bien organisé? Est-ce que les ressources humaines sont gérées? Est-ce que tous les domaines des ressources humaines, on a une certaine maturité dans ces domaines? Est-ce que le personnel est satisfait? Est-ce que ce sont des questions que l'audit social va nous aider à répondre? Et comme l'audit, c'est une photographie à un moment T donné. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC, elle va regarder sur l'ensemble de la fonction en termes de planification. Donc, on va regarder le long terme, là où on veut aller, quels sont les emplois qu'il y a, quelles sont les compétences dont on a besoin pour y aller et aujourd'hui, à quel niveau est-ce qu'on se trouve et comment transformer les emplois d'aujourd'hui en des emplois de demain et comment transformer les compétences d'aujourd'hui en des compétences de demain. Ça, c'est la problématique de la GPEC. Et l'audit social permet de faire un état des lieux ponctuel de notre fonction ressources humaines et de notre gestion des ressources humaines. Vous avez également l'évaluation du personnel, qui est aussi un autre outil qui permet, lui, d'évaluer justement en termes de quantité, en termes de qualité, nos ressources humaines, nos effectifs. Vous avez le contrôle de gestion sociale, qui est cet outil comme le contrôle de gestion qui permet de faire un suivi des indicateurs de gestion des ressources humaines, de mettre en place ces indicateurs, de les suivre pour être alerté à chaque instant de ce qui se passe au sein de notre fonction ressources humaines. Et puis enfin, comme dernier outil, vous avez le système d'information RH. On ne peut pas faire la GPEC, on ne peut pas faire l'audit social, faire l'évaluation du personnel si le contrôle de gestion sans avoir un système d'information RH. Donc, le système d'information RH, c'est ce système-là qui permet de collecter, de stocker, d'analyser et de traiter, d'analyser et de diffuser l'information RH au sein de l'organisation. Et cette information RH, c'est elle qui va permettre de participer au pilotage de la fonction RH dans l'entreprise. En termes d'enjeux de la gestion des ressources humaines, c'est de contribuer à la performance de l'organisation. Donc, la fonction ressources humaines doit contribuer à la performance de l'organisation. C'est pour cela que nous avons dit que la gestion des ressources humaines est au service de la stratégie de l'entreprise. Donc, pour mettre en place une bonne stratégie de gestion des ressources humaines, il faut connaître la stratégie de l'entreprise. Et quand on parle de contribuer à la performance de l'organisation, il faut savoir que la performance ne peut s'obtenir qu'en termes de facteurs de trois. C'est le produit de trois facteurs. J'aime dire la performance est le produit de trois facteurs. Et ces trois facteurs-là, c'est le SVP, comme je dis toujours. SVP, S pour savoir, V pour vouloir, P pour pouvoir. Si ces trois éléments ne sont pas réunis, vous ne pouvez pas avoir de la performance. Vous ne pouvez pas avoir de la performance telle que vous l'attendez. Et donc, et c'est la même chose, pour faire agir quelqu'un facilement, il faut dire s'il vous plaît, SVP. Il faut dire s'il vous plaît. Et savoir ici, ça veut dire avoir le personnel compétent pour faire notre activité. Le vouloir, c'est le personnel motivé. Quelqu'un peut être compétent s'il ne veut pas faire. Il sait faire, mais s'il ne veut pas faire, il ne fera pas.
il sait faire. S'il ne veut pas, il ne fera pas. Et l'autre chose, c'est qu'il sait faire, il veut faire, mais s'il n'a pas les moyens pour le faire, si vous ne lui donnez pas, ne mettez pas à disposition les moyens nécessaires, ben, il ne va pas faire parce que là aussi, il n'a pas le pouvoir. Donc, c'est un produit. Ça veut dire quoi? Que si un des éléments est nul, votre performance sera nulle. Parce qu'il s'agit ici d'un produit. SVP. Savoir, vouloir, pouvoir. Donc, quand vous devez donner de l'activité à quelqu'un, vous devez d'abord vous assurer que la personne sait faire. Ensuite, vous devez voir est-ce qu'elle veut faire avant, et ensuite, vous devez lui donner les moyens pour faire. Si un des trois éléments manque, vous n'aurez pas d'action. Et si vous n'avez pas d'action, vous n'aurez pas de performance. Si quelqu'un veut faire, que vous lui donnez les moyens de faire, s'il ne sait pas faire, également, il ne fera pas. Il ne fera pas parce qu'il ne sait pas faire. C'est pour ça qu'on résume dans une maxime, la gestion des ressources humaines, c'est mettre la bonne personne au bon moment, à la bonne place. Et en le disant, on pense justement au SVP. Les moyens, c'est de la responsabilité de l'entreprise. Le savoir, le vouloir, ça, c'est de la responsabilité de l'individu, de la personne que l'on emploie. Et là, il faut avoir les outils qu'il faut pour identifier ces différents éléments. Parlons donc de leadership, de management d'équipe et de performance. La performance d'une organisation est fonction de la qualité des hommes auxquels elle a accès, amplifiée par la capacité de son management à les valoriser. Et là encore, vous pouvez avoir les hommes, vous avez le marché de l'emploi, vous avez des hommes sur ce marché de l'emploi avec des profils divers, ils ont les savoirs, ils ont d'autres les motivations et vous devez vous avez accès à ce marché. Plus ce marché est restreint, plus aussi trouver la bonne personne sera difficile parce que le marché il est restreint. Mais plus le marché il est large, plus aussi le risque de se tromper dans le choix de celui qu'il nous faut est grand. Mais si vous avez accès à la bonne personne et que votre management n'a pas les capacités de les valoriser, vous allez voir également que la performance de l'organisation va baisser. C'est pour ça que le management de l'organisation va jouer un rôle important dans la valorisation des hommes. Et quand on parle de management de l'organisation, c'est la direction générale, c'est la ligne hiérarchique. Donc, tous ceux qui ont au sein de l'organisation un rôle à jouer dans la motivation des équipes. Deux facteurs, donc deux leviers importants dans la motivation, dans la valorisation des hommes au sein de l'organisation, c'est le management, c'est le leadership. Puisque la performance de l'organisation est fonction de la qualité des hommes auxquels elle a accès, amplifiée par la capacité de son management à les valoriser. Amplifié, c'est encore là un autre produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme la levure. OK? Votre capacité à valoriser vos ressources humaines va être comme de la levure que vous apportez à leur performance, que vous apportez à leur qualité, que nous avons vu précédemment à travers le SVP. Donc, si vous avez le SVP et que votre management n'a pas cette capacité à valoriser les équipes, vous n'aurez pas aussi le résultat attendu. Les deux leviers de la valorisation, c'est le management, nous l'avons dit, et puis c'est le leadership. Le management, c'est quoi? Le management, et là, je ne dis pas le management, je dis bien le management, parce que le management, c'est un anglicisme qui fait référence à deux notions en gestion en français. La première, c'est la gestion, et puis la seconde, c'est le management en termes français. Le management en anglais fait référence soit à la gestion, soit au management. C'est pour ça que je n'aime pas l'utilisation de management dans nos États parce qu'après, on ne sait pas trop à quoi est-ce qu'on veut faire référence. Est-ce que c'est à la gestion
ou si c'est au management. Le management, pour moi, c'est la prise en compte de l'humain dans la gestion. La prise en compte de l'humain dans la gestion. Et c'est donc la prise en compte de l'homme dans sa composante holistique dans la gestion. Pendant que la gestion, c'est plutôt quelque chose de très cartésien, la gestion, c'est plutôt de quelque chose de très cadré, la gestion, c'est plutôt de quelque chose de très réglementé. En gestion, 1 plus 1 égale 2. En gestion, si vous avez un problème à résoudre, vous pouvez utiliser plusieurs chemins, mais vous arrivez au même résultat, quelle que soit la personne qui est à la résolution de ce problème. En gestion, vous avez des méthodes, des techniques et des outils que vous devez appliquer. Et quand vous appliquez ces éléments-là, vous avez un résultat. Et ce résultat-là, il ne change pas selon le gestionnaire. Le résultat, il est le même. Par contre, avec le management, vous n'avez pas toujours le même résultat. 1 plus 1 en management, avec le management de M. Nda, 1 plus 1 peut donner 3. Avec le management de M. Koulibaly, 1 plus 1 peut donner 5. Avec le management de M. Kouassi, 1 plus 1 peut donner moins 2. Cela va dépendre de la façon de prendre en compte l'humain. Et Peter Drucker disait que le management, c'est un ensemble d'activités mises en œuvre pour obtenir des hommes un résultat. Et l'ensemble de ces activités n'ont pas été décrites. Donc, point pour A, pour la personne A, pour la personne B, si la personne A, il faut lui dire bonjour le matin pour qu'il puisse produire le résultat, alors vous lui dites bonjour le matin, il produit le résultat, vous venez de faire du management. Si pour la personne B, il faut plutôt lui donner des instructions claires, il n'a pas besoin que vous puissiez, mais il a besoin d'être encadré, suivi, mais que vous faites cet encadrement et ce suivi, et il va donner le résultat. Et à ce moment-là, vous venez de faire également du management. C'est pour ça que souvent, on suffit de changer la ligne hiérarchique d'une équipe et puis vous vous rendez compte que le résultat, il est différent. Si vous avez les meilleures personnes dans votre organisation, tant que vous n'avez pas le bon management, vous n'aurez pas les bons résultats. On a vu avec l'équipe de football, les équipes de football, vous avez beau réunir des talents dans une équipe de football, mais si le management n'est pas bon, vous n'aurez pas le résultat. Mais pour que votre management puisse avoir du poids, vous avez besoin de leadership. Et le leadership, c'est cette capacité à conduire les hommes. Il fait référence à votre légitimité. Et cette légitimité, elle se construit. Comme aussi on est avec certains naissent avec cette capacité, avec cette légitimité. Mais elle se construit, elle s'apprend. On peut la forger. Et c'est votre leadership qui va vous aider à conduire les groupes, à conduire les hommes. Et donc, dans ce leadership-là, vous pouvez, avec le management, conduire les hommes plutôt vers les objectifs de l'organisation. Et comme on parlait de management, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de styles de management. On en a dans la littérature, on en identifie 5. Le 5e qui est au milieu est quelque chose d'hybride. Mais sinon, les 4 qui sont les plus connus, c'est le style directif, que d'autres appellent encore autocratique. Ensuite, il y a le style délégatif, que d'autres appellent démocratique. Il y a le style participatif, que d'autres appellent paternaliste ou bienveillant. Et puis, il y a le style persuasif, que d'autres appellent utopiste. Et puis, enfin, il y a le style hybride qu'on appelle l'adaptatif ou l'opportuniste, qui est plutôt le situationnel. Quand on est dans le style directif, c'est pour des gens qui sont orientés plutôt, qui sont dans une faible coopération entre les hommes, mais un très fort engagement organisationnel. Donc, ils sont plutôt orientés vers les objectifs de l'organisation. Ils sont dans du directif, ou bien même, on dit aussi de l'autocratique. Donc, le rôle principalement de ce management, c'est d'organiser.
Et eux, ils se chargent d'organiser, de structurer, de donner les orientations comme il faut. Au niveau du style délégatif démocratique, eux, ils responsabilisent. Ils responsabilisent les équipes, ils responsabilisent les gens parce qu'ils sont plus dans un faible engagement au niveau organisationnel et puis dans une faible coopération entre les hommes. Donc, ils responsabilisent assez rapidement parce qu'ils ne veulent pas avoir beaucoup d'interactions. Le style participatif, lui, il est plus pour la collaboration, la coopération, mais avec un faible engagement au niveau organisationnel. Donc, ils sont dans ce style et là, ils font ensemble. Dans le délégatif, on responsabilise et on est plus ou moins en retrait, mais dans le participatif, on est avec les équipes et on les associe et on fait le travail ensemble. Au niveau du persuasif, on a plus un rôle de mobiliser les gens, de les convaincre à participer, à épouser la vision de l'entreprise, à agir, et on veut forcément que tout le monde coopère avant d'agir. Et c'est pour ça que certains disent que c'est un peu utopique d'avoir en même temps le fort engagement et d'avoir la coopération des uns et des autres. Et puis, il y a ce nouveau style qui est beaucoup plus promu maintenant, c'est l'adaptatif, qui se dit qu'on ne doit pas dire « moi, mon style de management, c'est le directif, moi, mon style de management, c'est le persuasif », mais il faut avoir un style de management situationnel. En fonction de la situation, en fonction de l'individu, en fonction des équipes qu'on a en face, il faut adapter son style à ces groupes-là, à ces personnes, à ces situations, à cet environnement. L'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs types de personnalités. Donc, dans l'entreprise, vous allez avoir les hommes au travail, ne sont pas tous les mêmes. Les hommes au travail dans l'organisation ont chacun une personnalité. Ils ont une personnalité. Et j'utilise ici deux classifications. La classification PCM, qui est le Process Communication Management, qui dit qu'il y a 6 types de personnalités. Il y a celui qu'ils ont appelé le travailloman, le persévérant, un autre le rêveur, un autre le promoteur, un autre le rebelle et un autre l'empathique. Il y a des tests qu'ils font, le test PCM, qui permet de classer l'ensemble des hommes de votre entreprise dans l'un de ces groupes-là. Donc, vous pouvez avoir des gens qui sont travailleurs. Dans la même équipe, vous pouvez avoir des travaillements, des persévérants, des rêveurs, des promoteurs, des rebelles, des empathiques. Et plus on a cette hétérogénéité dans les équipes, moins on va avoir une certaine cohésion, une capacité de travailler ensemble. Donc, c'est pour ça que dans la constitution des équipes, on essaie de regarder les personnalités, on essaie de regarder les psychologies. C'est ce qui explique les tests psychologiques lors de la constitution des équipes, pour permettre d'avoir des équipes qui soient plus ou moins homogènes par rapport à l'objet du travail demandé. Il peut y avoir des activités pour lesquelles on a besoin d'avoir tous ces profils-là à l'intérieur parce qu'on va avoir une certaine diversité. Mais il y a pour certains travaux, on a besoin d'avoir des gens qui ont le même regard, qui ont la même façon de fonctionner et qui peuvent mieux travailler ensemble. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que nos équipes sont constituées de façon disparate, sans tenir compte justement de ces variables psychologiques, mais on tient plus compte des variables de savoir, est-ce qu'il a le diplôme, est-ce qu'il a une expérience dans le domaine, etc. Et on oublie le côté psychologique, et qui est un élément déterminant. J'ai un collègue qui me dit toujours, on recrute, ce qui fait rentrer quelqu'un dans une organisation, souvent c'est le diplôme, c'est l'expérience, mais ce qui fait sortir quelqu'un de l'organisation, c'est son comportement. Or, le comportement, il ne peut être connu qu'à travers sa personnalité, et la capacité de 2 individus à travailler ensemble ou à collaborer efficacement est liée plus à leur personnalité que plutôt au diplôme qu'ils ont. Vous avez une deuxième classification qui est la plus ancienne, qui est la classification Gallien, qui, elle, parle plutôt de personnes sanguines, de flegmatiques, de colériques, de mélancoliques. Et vous pouvez, sur le net, avoir les définitions claires de chacun de ces éléments-là. Ces noms ne sont pas péjoratifs,
c'est juste pour résumer le profil psychologique de la personne. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un bon profil psychologique et un mauvais profil psychologique. Mais ça veut plutôt dire que pour chaque profil psychologique, il y a une façon de prendre la personne, il y a une façon de travailler avec la personne. Si vous devez travailler avec un mélancolique, vous ne pouvez pas faire la même manière de travailler avec le mélancolique, vous ne pouvez pas l'utiliser pour travailler avec le flegmatique. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir avoir le même résultat. C'est pour ça que le management, le style de management adaptatif commence aussi à connaître de beaux jours. Donc, le style de management, la personnalité sont des éléments très, très importants dans le leadership, la conduite des équipes, dans le management des équipes. Et il faut toujours en tenir compte dans la composition de vos équipes. Et quelquefois, ce que je dis là, c'est en termes de prévention de la motivation, prévention de la démotivation, prévention des conflits, prévention du climat social, qu'il faut faire ces choses-là. Souvent, ce n'est pas fait. Et puis après, quand on va pour analyser le climat social, on se rend compte que non, c'est plutôt lié à l'un de ces facteurs qui n'avait pas été bien pris en compte lors de la constitution des équipes, lors des recrutements, lors de l'identification des profils dont on a besoin. Parlons donc maintenant de principes et mécanismes de motivation et de démotivation d'une équipe. Vous avez plusieurs définitions, ok? Elriegel et Slocum, Woodman, Vallerand et Claude Le Boyer ont donné plusieurs définitions de la motivation. Dans les sciences sociales, vous avez beaucoup de définitions sur la motivation du personnel ou bien la motivation au travail, comme on le dit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la motivation au travail peut se définir comme un processus. Donc, quand on parle de processus, ça veut dire que c'est une action continue. On ne peut pas venir dire non, ponctuellement, on va motiver. Non, on ne motive pas personnellement. Ponctuellement, on ne vient pas faire une forte action. Ce n'est pas comme une campagne, on vient, on fait une campagne de motivation et puis on s'en va s'asseoir et on attend les résultats. Non. Parce que la démotivation elle-même est un processus. Donc, la motivation est un processus. On ne s'auto-proclame pas du jour au lendemain démotivé. C'est tout un ensemble d'éléments cumulés qui finissent par entraîner la démotivation. Donc, la motivation au travail peut se définir comme un processus qui active, oriente, dynamise et maintient le comportement des individus vers la réalisation des objectifs attendus. Donc, être motivé, c'est d'abord avoir un objectif, faire des efforts pour atteindre cet objectif et persévérer, même quand il y a des embûches, c'est persévérer jusqu'à atteindre l'objectif. Et si on est dans ce processus-là, vous voyez que c'est continu, c'est permanent. Et là, les entreprises, ce qu'on constate, c'est que dans les entreprises, quelquefois, les gens ne veulent pas faire ça comme processus continu. Ils ne veulent pas que ce soit, ils veulent avoir une activité. Ah non, M. Koulibaly vient nous aider à motiver. Mais on ne veut pas prendre tout le process en ligne de compte. Les 6 domaines de la gestion des ressources humaines vont être impactés. La façon de conduire les 6 domaines, lorsqu'on a à l'esprit de maintenir la motivation des équipes, ne sera pas la même. Au moment de l'organisation du travail, au moment du recrutement, même au moment de la formation, parce que dans la formation, de la façon de conduire la formation, si on a à l'esprit la question de la motivation, ben on fait attention à un certain nombre d'éléments. Notamment, par exemple, je prends un cas simple. Vous venez de recruter quelqu'un et puis c'est là, en dehors des formations de prise de poste, c'est là que vous l'envoyez faire un certificat de spécialisation. Mais c'est normal, ça va avoir un impact sur les autres qui sont là, qui eux demandent même juste des renforcements de capacités, qui eux demandent un certain nombre de choses. Parce qu'au moment où vous avez recruté, c'était avec l'hypothèse que la personne a un potentiel. Et ce potentiel-là, vous ne l'avez pas encore épuisé et vous partez ajouter une compétence supplémentaire sur son potentiel.
Ça veut dire que vous l'avez mal identifié. S'il n'avait pas le potentiel qu'il faut pour faire l'activité pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, voire 2 ans, et qu'en moins de temps, en moins de 2 ans, vous avez besoin de le renforcer, de le développer, du recrutement. Et ça peut avoir un impact sur d'autres personnes en fonction de la façon dont vous jugez et vous faites l'équité en matière de formation. Donc, la motivation, c'est vraiment un processus. Il faut que ça active, d'accord, l'action, ça oriente l'action, ça dynamise et maintient le comportement de l'individu vers l'action. Et c'est l'action qui va produire la performance. Dans le champ lexical de la motivation, quand on parle de motivation, il y a des mots que vous allez souvent rencontrer et qui interviennent, qui ont des sens plus ou moins différents, mais en tout cas qui touchent à la motivation. C'est la notion de la satisfaction. C'est la notion de l'implication. Et au niveau de l'étude de l'implication, on a 3 types d'implication. Il y a l'implication affective, il y a l'implication calculée et puis il y a Allô? Allô? OK. Les théoriciens qui ont abordé ce sujet ont essayé de regarder le rapport de l'individu avec le promoteur, le rapport de l'individu également avec le travail et le rapport avec l'organisation. Et dans ces rapports-là, il faut noter que ça peut être des rapports calculés, ça veut dire que la personne a un intérêt. Ça peut être des éléments plutôt affectifs parce qu'il a un lien avec l'organisation ou avec le promoteur, ou ça peut être moral, c'est-à-dire que par rapport à lui-même là, il a une certaine approche du secteur, une certaine approche de son travail, une certaine motivation intrinsèque qui lui permet donc de pouvoir être impliqué au travail. Il y a aussi la notion de la mobilisation, et puis il y a la notion de l'engagement, et puis la notion de l'attachement. Ce sont des termes qu'il faut essayer de regarder, qui sont dans la littérature et qui sont autour de la motivation. Dans ces termes-là, celui qui fait le plus écho actuellement, c'est celui de la satisfaction. La motivation étant quelque chose de très psychologique, de très abstrait, on va essayer de saisir la motivation à travers la satisfaction de l'individu. Donc, c'est pour ça que vous allez voir qu'à chaque fois qu'on veut étudier la motivation, on étudie d'abord la satisfaction de l'individu dans l'organisation et à travers sa satisfaction, on va essayer donc de voir si les points sur lesquels il est insatisfait, on va donc essayer de mener des actions pour corriger cette insatisfaction-là, en espérant que s'il est satisfait, il pourra être motivé. Mais on va voir tout à l'heure avec la roue de la motivation. Il y a plusieurs théories qui ont étudié, en tout cas, la motivation. On va juste les énumérer comme on l'a fait tout à l'heure pour les différentes thématiques. Il y a 2 groupes. Il y a la théorie des processus de motivation et puis il y a la théorie de la satisfaction des besoins. Il y a un groupe qui dit, il y a un processus, il faut qu'on suive ce processus-là et on va pouvoir motiver. Il y a un autre qui dit, il faut identifier juste les besoins et si vous avez les besoins, vous pouvez motiver la personne. Si vous connaissez le niveau auquel la personne se trouve dans ses besoins, vous pouvez à partir de là faire des actions pour le motiver. Dans cette théorie de la satisfaction des besoins, vous avez la théorie de la hiérarchie des besoins qu'on appelle la pyramide d'Abraham Maslow. C'est Abraham Maslow qui est l'un des auteurs clés de ce domaine. Vous avez également la théorie de la subsistance de la relation et de la progression de Clay Alderfer, qui aussi intervient dans les théories de la satisfaction des besoins. Vous avez la théorie de la motivation par l'accomplissement de David McClelland. Et puis, vous avez la théorie des facteurs de motivation et d'hygiène de Frédéric Herzberg. Ça, ce sont les théories de la satisfaction. Et au niveau des théories des processus de motivation, vous avez la théorie des attentes,
de Victor Vroom et puis la théorie de l'équité de Stacey Adams. C'est l'ensemble de ces théories-là qui permettent d'analyser et de comprendre la motivation au sein des organisations. Maintenant, la spirale de la motivation, telle que moi, je la décline, c'est que vous avez des termes qui sont importants à savoir. Quand on étudie les théories, je vois bien qu'il y a la satisfaction, il y a la mobilisation, il y a la performance, il y a la motivation. Donc, un salarié satisfait est facilement mobilisable et quand il est mobilisé, il va donc être performant. Et lorsqu'il est performant, il va avoir besoin d'être motivé. Et quand il est motivé, il sera encore satisfait. Et comme il est satisfait, il va encore être mobilisé et il sera encore performant. Et à ce moment, on prend le chemin en vert. Vous voyez, on prend le chemin en vert et au fur et à mesure, donc la performance de la personne au fil des années va augmenter et sa motivation, son attachement à l'entreprise va aussi s'accroître et au fur et à mesure, cette roue-là, c'est la roue vertueuse. Et puis l'autre roue, c'est celle qui est en bleu. Vous voyez bien qu'au fil du temps, la performance de la personne va diminuer parce que tout simplement son niveau de satisfaction diminue, donc sa mobilisation aussi va diminuer et sa performance va diminuer. Et comme sa performance diminue, on aura tendance à l'abandonner, à ne plus chercher à comprendre et à le motiver. Et donc, ça va continuer dans cette roue vicieuse. Donc, vous avez la roue vertueuse et puis vous avez la roue vicieuse. Mais cela dépend de vous. Comme disent les Ouroumanes, ça est dans ta main. Que ton personnel puisse être motivé, performant et satisfait, mobilisé et performant et que tu puisses avoir de quoi les motiver, ça est dans ta main. Que tu dises non, comme ils ne sont pas performants, je ne fais pas d'action pour les motiver parce que s'ils ne sont pas performants, la cause peut être toi, peut être que tu n'as pas donné les moyens, peut être que tu n'as pas vérifié leur savoir et puis peut être que tu n'as pas évalué leur motivation intrinsèque avant l'entrée dans l'entreprise. Donc, la motivation extrinsèque, c'est-à-dire que celle qui dépend de toi, tu ne pourras pas lui apporter. Si la personne qui arrive n'a pas la motivation intrinsèque, quelle que soit la motivation extrinsèque que tu vas lui donner, il ne sera jamais satisfait, il ne sera jamais motivé. Et au niveau de la mobilisation, vous voyez qu'il y a 5 éléments qui nous permettent de voir, de reconnaître un salarié qui est mobilisé. C'est la qualité du travail, son efficacité professionnelle. Deuxièmement, c'est les bonnes relations interpersonnelles, c'est la loyauté. Troisièmement, c'est le fort niveau d'engagement, d'implication ou encore de dévouement. Quatrième, c'est le bien-être. Il a un certain bien-être au travail. Et puis, le cinquièmement, il a un fort sentiment d'appartenance, de fidélisation au sein de l'organisation. Et quand on parle du sentiment d'appartenance, c'est le genre de personne qui, quand il parle de l'organisation, il va dire, par exemple, notre entreprise, mon entreprise, mais il ne dit pas l'entreprise dans laquelle je travaille. Ce n'est pas le terme qu'il va utiliser. Voilà. Et quand il voit quelque chose qui est mal placé dans l'entreprise, ben, il va changer. Il a envie toujours d'intervenir, de dire des choses sur l'entreprise parce que lui, il a ce sentiment d'appartenance à l'organisation. Il ne voit pas sa vie en dehors de l'organisation. Les risques de la démotivation au travail sont plusieurs. Ces risques-là, c'est un état émotionnel. Le risque de démotivation, c'est un état émotionnel en lien avec un contexte organisationnel ou relationnel au sein de l'entreprise. Donc, un état émotionnel, et donc ça veut dire c'est l'individu, c'est lié aux émotions. Donc, on va dire c'est subjectif. C'est subjectif. Tu peux penser que tu fais du bien à ton enfant et puis ton enfant, il pense que c'est du mal. Dès lors qu'il pense que c'est du mal, mais c'est que c'est du mal.
Parce que c'est sa perception qui va guider ses actions, mais ce n'est pas toi, ton intention qui va guider ses actions. Quand quelqu'un vous dit, vous m'avez fait mal, je n'aime pas, vous ne pouvez rien faire. Et vous ne pouvez pas le discuter parce que c'est subjectif, c'est émotionnel, c'est lié à lui. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est plutôt comment je fais pour entrer dans son subjectif, pour rentrer dans son émotionnel, pour qu'il soit dans le bon émotionnel pour faire l'activité qu'il y a. C'est sa perception, son évaluation. C'est pour ça qu'on parle de la satisfaction, elle est personnelle, elle est subjective. Mais en même temps, en statistique, nous on dit en statistique que la somme des subjectivités est objectivité. C'est-à-dire que si vous avez des employés, vous avez une cinquantaine d'employés, que tous les 50 ou 80% des 50 reconnaissent qu'ils sont démotivés, mais ça veut dire que le personnel est démotivé. S'ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits à votre style de management, quelle que soit l'école de management que vous avez fait, quelle que soit votre capacité managériale que un coach ou un évaluateur a évalué et puis a dit c'est bon, tant que votre équipe dit c'est mauvais, c'est que c'est mauvais. Parce que la somme des subjectivités égale objectivité. C'est l'un des fondements même de l'existence de la statistique et de la loi des grands nombres. Donc, cet élément subjectif de motivation va avoir un impact sur un élément objectif qui est le management de l'organisation, qui est la conduite de la performance, le pilotage de la performance de l'organisation. Donc, il faut faire très attention. Et cet état émotionnel va être influencé par l'instabilité ou par la dégradation de l'organisationnel ou du relationnel au sein de l'entreprise. Et elle va créer dans un process, premièrement, l'inquiétude. C'est le cas des crises. Les crises, qu'elles soient sécuritaires, qu'elles soient sanitaires, quand elles commencent à créer de l'inquiétude, si on ne traite pas déjà avant l'inquiétude, même qu'on ne traite pas les éléments, ben, on se retrouve toujours qui est difficile. Donc, il faut déjà gérer avant même qu'on ne soit dans l'inquiétude. Dès que l'inquiétude est enclenchée, ça veut dire qu'on a commencé la spirale de la démotivation. Et si on ne fait pas attention, ça va aller dans le mal-être. Ils vont commencer à se sentir mal au sein de l'organisation. Et si on ne fait pas attention, ça va créer le stress. Et si on rentre dans le stress, on va arriver à ce qu'on appelle l'épuisement professionnel ou le burn-out. Et là, il faut vraiment faire attention parce que quand on arrive à ce niveau-là, on est pratiquement dans la pente de non-retour. Il y a des réactions qui sont associées au risque, à ces risques-là. Il y a des réactions physiques, il y en a psychologiques, d'autres comportementales. Et quand il faut faire attention à ça. Quand vous commencez au niveau physique à observer beaucoup de migraines, beaucoup de troubles de sommeil, beaucoup de tensions musculaires, beaucoup de problèmes de poids, de désordres gastro-intestinaux, de hausse de tension artérielle, d'allergie, de hausse de taux de cholestérol, de maladies dermatologiques, vous êtes déjà dans le stress et vous êtes déjà en train d'aller vers des crises. Et ça, si vous n'avez pas un médecin d'entreprise, il vous sera difficile de les identifier. C'est l'individu lui-même. Quelquefois, un individu est stressé, il ne le sait même pas. Mais ces symptômes-là, quand vous-même au travail, vous commencez à les avoir, ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut rechercher à savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes dans un état de stress. Mais quand vous avez une infirmerie, pour ceux qui sont dans les grandes entreprises, au-delà de 50 personnes, que vous avez une infirmerie, que vous arrivez à suivre la santé de votre personnel, mais automatiquement, quand vous voyez ces choses, vous avez des signalements par rapport à la motivation, par rapport à la démotivation de votre personnel. Sur le plan psychologique, et ça peut s'observer. Sur le plan comportemental, ça peut s'observer au sein de votre organisation. C'est les humeurs dépressives, c'est le désespoir, c'est l'ennui. Le gars, il a du travail, mais il ne le fait pas, il est assis et puis il est plutôt dispersé. Il passe toute sa journée, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait au juste à la fin. C'est l'anxiété, c'est la perte de mémoire. Vous avez des collaborateurs qui commencent à oublier tout. Vous avez prévu une réunion, oh non, ça m'a échappé, j'ai oublié. Quand on commence à avoir ces choses-là très fréquemment, il y a un problème. L'insatisfaction, la frustration, l'irritabilité. Donc, un peu de choses net, il devient nerveux.
il est irrité par très peu de choses. Un rang pour récupérer le plat à la cantine. Il est irrité à la salle d'attente. Il doit attendre quelques minutes parce qu'il y a quelqu'un qui est dans votre bureau. Vous allez voir, il s'élève de sa siège, il commence à marcher dans le couloir, etc., etc. Au niveau comportemental, là, on commence à avancer vers quelque chose de plus visible. Ben, ils vont commencer à s'absenter. Ils vont commencer à avoir des conduites addictives. S'il était fumeur, il va fumer davantage. S'il buvait de l'alcool, il va en boire un peu plus. S'il était accro à WhatsApp, il va être encore plus accro à WhatsApp. Il va passer plus de temps sur WhatsApp. Il va passer tout son temps sur son téléphone à téléphoner. S'il est Facebook, réseaux sociaux, vous allez voir qu'il commence à commenter trop sur ces trucs-là. Il y a une certaine agressivité et bien d'autres choses jusqu'au désintérêt et à l'isolement. Ce sont des comportements où il veut être seul, il ne veut plus parler à quelqu'un, etc., etc. Donc, il y a des indicateurs d'alerte à partir de ces moments-là. Quand vous Oui, il y a beaucoup de comportements négatifs et conflictuels. Il y a des accidents de travail, il y a des retards et beaucoup d'absentéisme. C'est pour ça qu'il faut mesurer toutes ces choses-là. Il y a une baisse de la productivité et les résultats sont en chute libre. Et puis, il y a beaucoup de démissions qui commencent à se faire voir. Attention, vous êtes déjà dans la spirale de la démotivation. Vous êtes déjà dans la roue de la démotivation. Nous avons fait avec le cabinet MCS en France, qui est piloté par Hubert Landier, un des grands spécialistes justement du climat social. Il a un référentiel justement sur ce qu'il a appelé les irritants sociaux que nous avons adapté au contexte des entreprises ivoiriennes. Et au contexte des entreprises ivoiriennes, nous avons vu qu'il y en avait 6. Nous avons 6 éléments. Il y a le degré de cohésion du corps social. Là-dedans, vous avez des éléments. Il y a un fichier Word qui va vous être envoyé, qui décline vraiment le contenu de chacun de ces éléments pour que vous puissiez, avec ça, évaluer vous-même le niveau du climat social de votre organisation. Ça peut s'auto-évaluer, mais on peut aussi, on pourrait voir avec l'agence comment est-ce qu'on peut faire une étude justement sur ces 51 entreprises-là pour voir le niveau de motivation réel. Parce que vous avez identifié, vous, une certaine démotivation de vos équipes, mais on peut étudier pour voir quelles sont les variables vraiment sur lesquelles le personnel que vous avez est sensible. Il y a la perception du comportement de l'encadrement. Le comportement de l'encadrement va avoir un impact sur la motivation du personnel. À un moment où vous dites, oui, il n'y a pas l'argent, les gens ne sont pas payés, mais c'est là que le promoteur ou le DG de l'entreprise change de voiture, il change de costume, il change d'allure, c'est là qu'il fait des missions où il n'accepte pas de dormir dans des chambres simples, il veut dormir forcément dans des suites. Pendant ce temps, il dit au personnel, il n'y a pas l'argent pour payer les salaires. Ce comportement-là peut justement avoir un impact. Le comportement de l'encadrement, par exemple, son incapacité à apporter le support technique au personnel, parce que s'il n'arrive pas à apporter le support technique au personnel, ça peut aussi démotiver ce personnel-là. Donc, vous avez plus ou moins assez de variables qui peuvent causer. Je vais vous citer, par exemple, au niveau du degré de cohésion sociale, si on revient sur le point A, vous avez l'ambiance au sein de l'entreprise, l'ambiance qui est détériorée, le manque de coopération au sein des équipes de travail, le manque de coordination entre les équipes de travail, les conflits de génération, l'existence de communautarisme, c'est-à-dire que vous avez pris des gens, les gens de SK sont ensemble, les gens des PG, les gens de même village, les gens de même école, les gens de même parti politique. Vous commencez à avoir ce type
ou bien les gens ont ce sentiment que c'est comme ça que l'entreprise est organisée, ça a des impacts. Quand on parle de la perception du comportement de l'encadrement, vous avez l'insuffisance de présence sur le terrain, vous avez le manque de respect pour le personnel, les comportements autoritaristes ou incapacité à animer, à réguler les équipes, à reporter un certain nombre de choses, les défaillances dans le traitement des symboles, parce qu'il y a dans l'entreprise, il y a toujours des symboles. Vous êtes dans une entreprise où il y a un leader à l'intérieur. Je prends par exemple, c'est le fils d'un imam, c'est le catéchèste du coin, ou bien c'est le doyen que tout le monde respecte, et puis vous venez à lui manquer en public, ce sont des symboles. Voilà. Il y a des choses qu'on ne touche pas facilement au sein des organisations. La perception des méthodes de management aussi vont avoir un impact sur la motivation. La perception du comportement de la direction elle-même va avoir un impact. La perception des relations collectives de travail, la façon dont on va traiter l'ensemble des travailleurs, est-ce qu'il y a les représentants, est-ce que c'est structuré ou bien est-ce qu'on n'a pas permis que les employés puissent se rencontrer, puissent échanger, ou est-ce qu'on fait obstruction à cette vie au travail, ça va avoir des impacts. L'inexistence simplement même de toilettes, ça peut être vu comme un manque de considération pour les travailleurs. La perception de l'avenir et de l'environnement de l'entreprise, la façon dont le salarié perçoit son futur au sein de l'organisation peut être aussi un irritant social qui peut entraîner de la motivation ou de la détérioration du climat social. Le fichier Word vous sera transmis. En conclusion, le lien entre crise et climat social en entreprise n'est plus à démontrer. Il y a un impact réel sur la motivation et la cohésion des équipes. Ça, vous le saviez déjà. La motivation du personnel est un processus polysémique et multifactoriel. Donc, pour le traiter, on ne peut pas le traiter de façon ponctuelle par à coup. Quand on veut traiter la question de la motivation, il faut le prendre globalement. Parce qu'on va dire non, on pense que c'est une question de rémunération, on pense que c'est une question de ceci. Et souvent, le diable, il est dans les détails. La motivation du personnel est un processus polysémique, c'est un processus multifactoriel. Et bâtir une stratégie de motivation doit être faite, cela doit se faire de façon holistique et de façon contingente. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte, l'environnement de votre organisation. Ce n'est pas parce que quelque chose marche dans telle entreprise que cela va marcher dans votre entreprise. Parce que vous n'avez pas le personnel de cette entreprise. Donc, il faut faire très attention. Il y a un élément sur lequel je voudrais insister, c'est veiller à donner du sens au travail et à la vie au travail. Si vous ne donnez pas du sens au travail au sein de votre organisation, vous ne donnez pas du sens au travail, à la vie au travail dans votre organisation, ben, il va y avoir des problèmes. Donc, il faut construire une histoire autour du vivre ensemble au travail. Et ça, il faut pouvoir le faire, surtout pour les TPE. Quand on est dans une TPE, on est dans ce que nous on appelle une entreprise c'est quoi le terme encore? Ça m'échappe là. Une entreprise de personnes, une entreprise familiale. C'est comme une famille, c'est comme une petite entité. C'est une petite entité et il faut que les gens se sentent plutôt on soit dans des règles. Dans ce type d'entreprise, les règles, c'est peu les règles, mais c'est surtout le vivre ensemble et comment impliquer les uns et les autres dans l'action collective. Ce que je pourrais vous proposer pour clore comme plan d'action, justement pour étudier, travailler sur la motivation de votre personnel, c'est déjà d'étudier les facteurs clés de satisfaction de son personnel. Et quand on parle d'étudier les facteurs clés de satisfaction de son personnel, c'est connaître les valeurs, les aspirations et les besoins des individus de votre organisation. Et ensuite, identifier aussi les contraintes économiques, organisationnelles, technologiques et culturelles auxquelles vous êtes confrontés. Parce que c'est la mise en relation de ces deux éléments-là qui vont vous permettre d'aller au point 2, qui est de bâtir
une stratégie de motivation du personnel en lien avec la stratégie de votre entreprise. Et quand on parle de bâtir, ce n'est pas copier-coller des stratégies, mais c'est vraiment de bâtir quelque chose qui soit propre à votre organisation. Mais c'est aussi, nous avons vu le rôle du management dans la motivation du personnel. Donc, c'est aussi de renforcer les capacités de leadership et de management des équipes de votre ligne hiérarchique, c'est-à-dire de tous vos responsables, de tous les chefs, de tous ceux qui ont du personnel à gestion, voilà, sous leur responsabilité. Donc, il faut renforcer leur capacité de leadership et de management. Quatrième élément, c'est prendre en compte les caractéristiques psychologiques dans les processus de recrutement de son personnel et de constitution des équipes de travail. Il faut faire attention à ces caractéristiques-là. Moi, je recrute pour les sociétés en démarrage et surtout pour le secteur bancaire. La plupart des sociétés bancaires, quand elles doivent s'installer, je fais le recrutement des équipes parce qu'à ce moment-là, vous avez la possibilité de construire des équipes qui soient homogènes. Mais quand c'est une entreprise qui existe pour laquelle, par exemple, je dois recruter, je fais d'abord, non seulement je fais l'analyse psychologique des candidats, mais je fais l'analyse psychologique, par exemple, des équipes dans lesquelles la personne va aller travailler. Et en faisant l'analyse psychologique des équipes dans lesquelles la personne va aller travailler, je mets en relation le profil psychologique de la personne avec le profil, justement, des équipes pour m'assurer que l'équipe dans laquelle ils s'en vont, ils vont pouvoir que la greffe va prendre, voilà, qu'ils vont pouvoir bien s'intégrer. Et ça, c'est un élément important auquel on fait très peu attention. Mais l'autre chose, et pour terminer, c'est vraiment de mettre en place une politique sociale au sein de l'entreprise. C'est vrai que l'entreprise a pour mission de faire du chiffre, de faire ceci, mais retenez ceci, le chat, il ne nous caresse pas, mais il se caresse à nous. De la même manière que le chat, il ne nous caresse pas, qu'il se caresse à nous, nous aussi, on doit se comporter de la même manière. Le chat, quand il vous arrivez, le chat, il avait un besoin de se caresser. Et comme vous êtes là, il vient, il se caresse à vous. Et donc, vous pensez que le chat, il vous caresse, qu'il vous aime. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il veut avoir un résultat personnel. De la même manière, l'entreprise veut obtenir des résultats de son personnel. L'entreprise doit aussi investir dans le social pour son personnel. Et je suis souvent meurtri de voir les entreprises en train de mener des actions RSE, c'est-à-dire des actions à l'attention de la population dans le contexte où ils se trouvent, pendant que pour leur population directe, qui sont leurs salariés, ils ne mènent pas certaines actions. J'ai vu des entreprises construire des centres de santé pendant que leurs personnels n'ont pas d'assurance santé comme il faut. J'ai vu des entreprises construire des écoles pendant que certains de leurs salariés n'ont pas la rémunération suffisante pour même pouvoir scolariser leurs enfants. Ce sont des messages qui sont contradictoires par rapport à ce que l'entreprise doit faire. Voilà. Merci. Je vais arrêter l'exposé là. J'ai pris plus de temps que prévu. On va pouvoir passer aux questions et aux réponses maintenant. OK. Merci, M. Sia Zaria Koulibaly, qui est notre expert du jour en ressources humaines. Voilà, et management des organisations. Nous allons procéder à présent aux questions ou aux contributions. Vous avez la possibilité d'envoyer des questions dans le chat ou bien de lever la main. Vous avez une icône de main levée au bas de votre écran. Cliquez sur cette icône et l'un de mes collègues, Fabrice Aka, va vous passer la main pour que vous puissiez intervenir à travers le micro. Cela dit, nous passons à présent à la série des questions et des interventions des participants et des participantes à ce webinaire. Nous remercions une fois de plus le formateur pour ce riche contenu qu'il nous a déballé. Je crois que nous avons été beaucoup édifiés. Vous avez à présent la parole pour intervenir. Merci, on a M. Bou Grégoire qui veut poser une question. M. Bou Grégoire, s'il vous plaît, vous pouvez parler. Monsieur Bou. Allô, M. Bou Grégoire, vous m'entendez?
Son micro est coupé. D'accord. On va passer à Nadège. Madame Nadège, pour ouvrir votre micro. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Bonjour. Alors, merci déjà pour la formation et je tiens à m'excuser parce que j'ai pas pris j'ai pris la formation en cours. Donc, j'ai deux questions. Est-ce que on aura le module après? C'est ma première question. Et la deuxième question, je suis arrivée à la partie où il est en train de nous parler des différents styles de management. Je voudrais avoir son avis. Il a cité, je crois, 5 ou 6 types de management. Pour lui, quel serait l'idéal pour une entreprise? D'accord, merci beaucoup. On va prendre une autre question. Monsieur Brou Grégoire. Monsieur Brou Grégoire, si vous entendez, son micro est ouvert, mais là, on n'entend pas. Y a-t-il... Bon, on va regarder s'il y a d'autres questions dans le chat parce que pour le moment, on n'a plus de main levée. D'accord, on va commencer par la première question. Monsieur l'intervenant, c'est une question de Madame Nadège Fabrice. OK. Merci, Madame, pour votre question. Ouais, ce que je disais par rapport aux différents styles de management, il n'y a pas un bon style ou un mauvais style de management. Tout comme les types de personnalités, il n'y a pas un bon, un type de personnalité qui est bon et un autre qui est mauvais. Non, du tout. Il faut juste connaître la personne parce qu'en fonction du type de personnalité, les études ont permis de montrer que quand deux personnes ont le même type de personnalité, ils sont plus ou moins sensibles au même style de management et à la même façon de faire. C'est un peu une segmentation qu'on essaie de faire de la population pour pouvoir mieux les manager. Donc, il n'y a pas de mauvais type de management et il n'y a pas de mauvais style de management. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas un style idéal pour une entreprise, moins encore pour une équipe. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de l'équipe que vous avez à manager, en fonction de l'environnement de l'entreprise que vous avez à manager, en fonction du profil du manager lui-même, quand vous mettez les trois éléments en relation, vous pouvez à ce moment-là savoir quel est le style de management qui convient. C'est pour cela que nous avons parlé du style adaptatif ou le style situationnel, le management situationnel, qui lui veut qu'on fasse le management de nos équipes en fonction de la situation, en fonction du profil de ceux qui s'y trouvent. Par exemple, vous êtes avec M. Nda qui aujourd'hui vient d'arriver et il est dans un état émotionnel assez élevé, très positif. Ce n'est pas la même chose quand vous allez lui parler, lui demander certaines choses que le jour où il a été énervé dans la circulation, il a eu un petit accrochage avec le véhicule dans la circulation et puis vous venez à vous adresser à lui. Vous pouvez vous adresser à lui de la même manière que vous l'avez fait la semaine dernière, mais ne pas obtenir le même résultat. Donc, il y a un certain nombre d'éléments dont il faut tenir compte. Et c'est ça qui est un peu difficile. Souvent, on rentre dans des entreprises, on voit des managers qui disent non, moi, mon style, je suis autocratique, c'est comme ça, je suis. Non, il n'y a pas c'est comme ça que je suis. Chacun de nous, on a en nous tous ces styles de management. Il y a peut-être un style qui est prédominant, que nous, on n'est plus sujet à faire, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul style que l'on comprend. Ça ne veut pas dire que c'est le seul style qu'on connaît. On a les 4 styles-là en nous et il faut savoir remonter à l'étage qu'il faut pour pouvoir utiliser le bon style au bon moment avec la bonne personne.
Deuxième élément auquel il faut faire attention, c'est que dans une équipe, en fonction de la façon dont vous avez structuré votre équipe, si vous n'avez pas eu l'homogénéité qu'il faut au sein de votre équipe, mais si vous utilisez le même style de management pour tout le monde au sein de l'équipe, vous risquez d'avoir toujours un petit problème parce qu'il y a certaines personnes dans l'équipe qui ne seront pas concernées. Si vous avez par exemple une équipe où vous avez 5 travaillomanes et un seul rêveur, le rêveur ne se sentira jamais concerné parce que vous êtes en train de dire, parce que vous allez avoir tendance à ne parler que aux travaillomanes. Or, si vous êtes conscient que dans votre équipe, vous avez un rêveur et que vous avez 5 travaillomanes, quand vous finissez de donner les instructions de groupe, vous pouvez ensuite prendre le rêveur à côté ou lui donner un autre rôle ou bien même lui réexpliquer les choses d'une autre manière dans un langage que lui, il comprend mieux. Parce que lui, il a besoin de s'évader, il a besoin qu'on l'oriente un peu plus de telle ou de telle manière. Le travaillement, il a besoin des directives et avec les directives, il fait son boulot. Or, le rêveur, lui, il a besoin plus de paternalisme. Donc, vous voyez un peu, en fonction aussi de la personnalité, il y a un style de management qui convient mieux à la personne. C'est pour ça qu'on ne pourra pas dire clairement qu'il y a un type de management idéal. OK. Merci, monsieur l'expert. J'aimerais répondre à monsieur Sébastien Kobi, je crois, dans le chat, et pour dire que les entreprises actuellement en formation, parmi elles, certaines ont reçu le prêt, tandis que d'autres sont en train de remplir des formalités avec la banque. Mais la liste qui a été publiée sur Abidjan.net, la liste des 51 bénéficiaires du FSPME, nous permet aujourd'hui déjà d'interagir avec ces bénéficiaires afin de les préparer ou de vous préparer à une meilleure gestion de ce fonds-là ou de ce prêt. Voilà, dans les conditions d'accès au prêt ou au fonds, il y a un point important qui stipule que le bénéficiaire ou la PME qui postule doit s'engager à suivre un plan d'accompagnement conseil de la part de l'agence Côte d'Ivoire PME. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par anticipation pour ceux encore qui n'ont pas encore reçu le fonds. Et nous espérons que très bientôt, tout va se mettre en place pour que vous ayez accès à votre fonds. Cela dit, il est de notre devoir et de notre mission, et vous aussi de votre responsabilité, de respecter, disons, les engagements pour lesquels vous avez été retenu dans le cadre de la phase pilote ou la phase transitoire du FSPME. Voilà. On a une autre question dans le chat. Personne ou la dirigeante ou le dirigeant de PME voudrait savoir un peu plus sur la question du chat. Voilà. Monsieur Koubali, s'il vous plaît. D'accord. Oui, la question du chat. La question du chat, c'est de montrer que tous les comportements sont des comportements intéressés, plus ou moins. Le chat, on dit le chat ne nous caresse pas, il se caresse à nous. Donc, le chat a un besoin d'être caressé et comme vous êtes là, il vient, il va vous caresser et pour vous, c'est votre chat vous aime, il veut ceci. De la même manière, pour l'entreprise, mettre en place des processus de management, de motivation, mettre en place des processus motivationnels au sein de l'entreprise, ce n'est pas parce que l'entreprise aime les salariés, non. L'entreprise a un objectif, c'est d'avoir des résultats. Et pour avoir ces résultats-là, il faut bien qu'il ait du personnel. On a vu avec le cercle vertueux, il faut qu'il y ait du personnel qui soit motivé, satisfait, mobilisé. Et comme il est mobilisé, performant, alors il faut le motiver davantage. Et on va décider de faire tel ou tel autre type, telle ou telle motivation en tenant compte justement de ça. Un exemple, vous êtes dans une entreprise où le RH vous demande, oui, monsieur, il faut qu'on fasse une augmentation de 3% de la rémunération. Vous pouvez décider de dire non. Et puis, vous gardez toujours, parce que vous êtes déjà, vous avez atteint votre chiffre d'affaires, vous êtes dans les normes, mais vous oubliez une chose, c'est que faire peut-être les plus 3% pourrait vous amener à avoir plus 12% sur votre chiffre d'affaires.
Et là, le chef d'entreprise va décider de le faire, non pas parce qu'il aime son personnel, mais parce qu'il aime les 12% qu'il va avoir de supplémentaires sur son chiffre d'affaires. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais c'est pour dire qu'il faut faire attention il faut faire attention à notre personnel, pas parce que forcément on l'aime, mais parce que nous aussi on s'aime et qu'on a besoin en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, on a besoin de faire du chiffre, on a besoin d'avoir de la performance. D'accord. Par rapport aux irritants sociaux, existe-t-il un outil pour clarifier l'aspect en contexte ivoirien? Oui, c'est ce que je disais. En 2009, nous avons fait la mise à jour, l'adaptation. Depuis 2009, on ne l'a plus fait. Peut-être qu'avec Côte d'Ivoire, je pourrais voir avec eux comment est-ce qu'on peut le mettre à jour aujourd'hui dans notre contexte, parce qu'il faut faire plusieurs études avec. Mais aujourd'hui, on a un questionnaire disponible pour permettre d'évaluer justement, d'identifier les irritants sociaux dans les entreprises ivoiriennes. Le référentiel a été adapté, c'est un référentiel français que nous avons adapté. Et lors de l'adaptation, par exemple, dans le référentiel français, ils ne sont pas à 49 irritants. C'est dans le contexte ivoirien que nous sommes passés à 49 irritants. Donc, si vous cherchez même les irritants sociaux de Hubert Landier sur le net, ou bien vous allez sur le site de MCS, ou encore vous achetez son livre sur le climat social, il a un livre sur le climat social, études du climat social en entreprise. Vous verrez, ce référentiel est joint. Mais pour la Côte d'Ivoire, on a adapté ce référentiel depuis 2009. On a une version de ce référentiel qui est utilisable dans les entreprises ivoiriennes et qui permet donc d'identifier pour une entreprise Y donnée quels sont les axes des facteurs sur lesquels la population de votre entreprise est plus sensible ou non. Quels sont les éléments qui peuvent détériorer votre climat social? Quels sont les éléments qui peuvent emmener une baisse de performance au sein de votre personnel? Qu'est-ce qui peut impacter en tout cas le climat social de votre organisation? Ce qu'on va faire, comme j'ai promis, on va pas, c'est pas le référentiel qu'on va vous envoyer, mais on va vous envoyer l'ensemble des variables qui sont contenues dans ce référentiel-là. Ok, merci bien, M. Koulibaly. Si on n'a plus de main levée, ok. Bien levé. Donc, M. Aristide Abonné. Allô? Oui, on vous entend. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Allô, vous m'entendez? Bonjour, monsieur Abonné, on vous entend. Ok, merci bien. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette formation. Elle est très nécessaire pour nous qui sommes à la tête des différentes PME en Côte d'Ivoire. Et vraiment, je tiens à vous féliciter pour cette grande première. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M. Koulibaly ici à Zaria, que je félicite d'abord pour ce brillant exposé. Je voulais m'appesantir un peu sur les types de management. Je crois qu'il y avait 5 types. Moi, je souhaiterais avoir un peu plus de détails sur les étapes de mise en œuvre de chaque type de management. Parce que plus ou moins, quand il a cité ces types, je sais que ce n'est pas moi seul. Chacun s'est reconnu dans un type. Mais la façon de la mettre en œuvre pour qu'elle soit plus efficace, pour qu'on puisse atteindre les objectifs, et je pense que pour moi, à mon niveau, ce n'est pas trop efficace. Donc, je souhaiterais avoir pour chaque type de management, je souhaiterais avoir les étapes de mise en œuvre. Voilà ma préoccupation. Merci.
D'accord. Merci, monsieur. On va prendre une deuxième question. Monsieur Anissé Banti, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Anissé. Allô, bonjour, monsieur Koulibaly. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Koulibaly. Vous m'entendez? On vous entend, allez-y avec votre question, monsieur Banti, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre intervention. En tout cas, j'ai beaucoup été impressionné par la partie les irritants sociaux. Et je souhaiterais savoir, est-ce qu'il existe un outil pour pouvoir diagnostiquer ces parties-là en contexte ivoirien, surtout, comme vous avez parlé des irritants sociaux adaptés aux PME ivoiriennes. Est-ce qu'il existe un outil pour pouvoir diagnostiquer, de sorte qu'on puisse les mettre en pratique dans les TPE? Merci. Ok, merci à vous, monsieur Banti. Je crois que vous avez posé cette même question dans le chat et précédemment, monsieur Koulibaly a eu à répondre à votre question. Et comme, heureusement, le webinaire est enregistré, vous pourrez plus tard revisualiser le contenu de son intervention sur la question vous concernant. Voilà. Pour gagner du temps, on va poursuivre avec d'autres interventions. Fabrice, est-ce qu'il y en a? D'accord. On a monsieur Alain Patrice Voici. Ok, monsieur Awa Fofana. Monsieur Awa Fofana, si vous m'entendez. C'est Madame Fofana. Ah, c'est Madame Fofana, excusez. Allô? Oui. On vous écoute pour votre question. Ah non, je n'ai pas de question. Vous n'avez pas de question, d'accord. On n'a pas de main levée pour le moment. Si. Monsieur Alain Patrice Kwasi. Monsieur Alain Patrice. Votre micro est ouvert, on ne vous entend pas. Bon, Anderson, pour le moment, on n'a pas d'autres mains levées. Merci Fabrice. Je crois qu'on va tendre vers la clôture de ce webinaire. Il est pratiquement 11h30. Et on voudrait préciser encore et rappeler que toute l'intervention sur la question de la motivation du personnel tout ce webinaire est enregistré, de sorte que tous les participants et d'autres entrepreneurs pourront revoir sur notre chaîne YouTube, voilà, tout le contenu de la prestation de M. Koulibaly Azaria Sié, qui est notre expert du jour en ressources humaines. Alors, monsieur l'expert, on va vous laisser pour votre dernier mot, votre mot de fin à l'endroit des participants. Merci. Et merci à l'ensemble des participants. Ce que je voudrais dire comme mot de fin, c'est d'encourager les uns et les autres, les chefs d'entreprise qui sont en ligne et les responsables RH à s'intéresser à la question du personnel, surtout à la question de la motivation. C'est une question qui retient très fortement l'attention parce qu'on reste concentré sur les performances, mais comme je l'ai
dit tantôt, on ne peut pas avoir de performance si on n'a pas la motivation du personnel. Retenez le SVP, on a dit la performance est un produit de 3 facteurs, le savoir, le vouloir et le pouvoir. Le savoir étant les compétences, le personnel compétent, le vouloir étant le personnel motivé, et puis le pouvoir étant le personnel ayant les moyens pour agir. Si un de ces éléments manque, vous n'aurez pas de la performance. Donc, s'intéresser uniquement qu'au savoir, passer son temps à envoyer les gens en formation, à développer les compétences. Souvent, vous avez des gens qui ont déjà la compétence. C'est juste parce qu'ils ne sont pas motivés qu'ils n'utilisent pas cette compétence-là. Et ce sont des cas qui arrivent en entreprise. Donc, ou bien alors, ils ont tout, ils sont motivés, mais vous pensez qu'ils sont démotivés parce que vous voyez que la performance baisse. Ce n'est pas non plus parce que vos performances sont en train de baisser que vous pouvez dire que le personnel n'est pas motivé. Non, ça peut être qu'il manque des moyens pour agir. Ça peut être qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut parce qu'il y a une réduction des moyens. Et dans le contexte de crise, quelquefois, ce sont des actions couplées. Et puis, il y a une interaction entre les différents éléments. Vous avez, en période de crise, une réduction des moyens de l'entreprise, des moyens d'action de l'entreprise. Cela va impacter les performances. Et comme ça impacte les performances, ça va impacter également la motivation du personnel et ça va aggraver alors les performances. Mais il faut savoir diagnostiquer pour notre organisation quels sont les facteurs ou bien quels sont les irritants sociaux, quels sont les facteurs qui peuvent impulser la motivation du personnel. Et comme c'est un processus dont il faut pouvoir mettre en place une stratégie qui permet d'aller jusqu'au bout. Deuxième élément, c'est vraiment de savoir que la ligne hiérarchique va impacter la motivation du personnel. Et on l'a dit, que la performance de votre organisation est liée à la qualité des hommes auxquels vous avez accès, mais amplifiée par la capacité de votre management à les valoriser. Et pour moi, c'est un élément très important. Tant que votre management ne saura pas valoriser le personnel que vous avez, tant qu'ils n'auront pas la capacité de leader nécessaire l'équipe ne peut pas il y a la liste des dirigeants et comment est-ce qu'il serait possible de conduire au sein de vos différentes entreprises justement une étude sur la motivation, sur le climat social à travers l'identification des irritants sociaux à l'aide du référentiel MCS 2009 adapté au contexte ivoirien. Voilà. Il y avait une question sur le détail sur les styles de management. Compte tenu du temps, on ne pouvait pas véritablement l'aborder. Je me suis juste limité à donner les verbes clés de chacun des styles de management. Sur la diapo, j'ai dit que le directif autocratique, son verbe clé, c'est organiser. Le persuasif utopie, c'est mobiliser. Le participatif personnaliste, c'est associer. Le délégatif démocratique, c'est responsabiliser. Mais ce sont des matrices qui sont sur le net. Il y a beaucoup de cours là-dessus. Il suffit de taper style de management et vous aurez des détails sur chacun de ces styles-là. Mais bon, on pourrait aussi se prendre en off après pour ceux qui sont, puisqu'il y a le chat, pour pouvoir justement échanger sur ces thématiques-là. Je vous remercie. Mon coordonnée téléphonique, je suis au 08 46 18 23 et il est en même temps WhatsApp. 08 46 18 23. Le mail, M. Nda va vous l'envoyer. À l'envoi de la diapo, vous aurez le mail. Merci. Voilà qui est bien dit. Merci encore, M. Sia Azaria Coulibaly, qui est expert consultant en gestion des ressources humaines et développement organisationnel, 20 ans d'expérience et d'expertise en matière de management des organisations et des ressources humaines. Alors, c'était l'agence Côte d'Ivoire PME
dans le cadre du PAMER. Le PAMER a pour chef de projet M. Ibrahim Bakayoko au sein de l'agence. Il est absent pour des questions familiales et j'ai été donc chargé de modérer ce webinaire. Merci à Fabrice, mon collègue, et à William Nguessin également qui nous appuie dans ce programme. Et ce n'est que la première des séries de programmes que nous entamons aujourd'hui concernant le renforcement des capacités des PME bénéficiaires du FSPME. Très bientôt, il devrait avoir la phase à échelle. Les critères donc sont en cours de finalisation et certainement les jours à venir, d'autres PME vont rejoindre cette cohorte de bénéficiaires du FSPME. Restez donc à l'écoute pour la suite. Nous vous enverrons certainement le lien YouTube quand la vidéo sera montée. Nous vous enverrons le lien par mail et les coordonnées et les documents également liés donc à cette formation sur la motivation du personnel. Nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine, un bon week-end à toutes et à tous. Merci de votre présence, merci pour vos échanges, vos questions, vos contributions. Merci une fois de plus à notre expert au nom de la direction générale de l'agence Côte d'Ivoire PME. Et nous espérons que vous pourriez le contacter pour qu'il vienne en entreprise pour un suivi encore plus rapproché. Et nous espérons vous revoir très bientôt. Le PAMER, je le rappelle, est d'une durée de 6 mois dans le cadre de l'accompagnement que l'agence apporte aux différentes cohortes bénéficiaires du FSPME. À très bientôt donc et merci à toutes et à tous. Au revoir. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.